Pourquoi malgré plus d'efforts, plus d'expérience professionnelle, des augmentations de salaire année après année, t'as cette subtile impression de vivre moins bien qu'avant, que la vie est devenue plus difficile et que petit à petit, tous tes rêves semblent s'éloigner, inatteignables dans ta situation financière actuelle? Eh ben, ce n'est pas qu'une impression, et ce n'est probablement pas de ta faute. Aujourd'hui, on va parler inflation, que tu comprennes comment la maîtriser et passer même au-delà pour vraiment faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Au fond, c'est quoi le problème central avec cette inflation? On nous répète souvent une histoire rassurante finalement. L'inflation, c'est juste la hausse des prix au magasin, c'est normal, ça fait partie du truc, quoi. Arrête de réfléchir plus. Un peu d'inflation, c'est même sain pour l'économie qui tourne. En réalité, cette histoire, elle est incomplète. Car l'inflation, ce n'est pas ce que font les prix au magasin, mais c'est ce que devient réellement ton argent. Quand les prix montent, ce n'est pas la cause, c'est le symptôme visible d'une maladie plus profonde. Et le vrai phénomène qui se cache derrière, c'est tout simplement que chaque pièce de monnaie te permet d'acheter moins que dans le passé. L'inflation n'est donc pas juste une hausse des prix, mais en réalité une baisse du pouvoir d'achat de chaque personne. Et pourquoi on peut acheter moins qu'auparavant avec une même pièce de monnaie, un même billet? Tout simplement car l'argent d'aujourd'hui est infini, imprimable d'un simple clic de souris, et les banques ont un malin plaisir de faire gonfler la quantité de monnaie en circulation pour faire tourner les rouages de l'économie mondiale. Et quand on augmente la quantité de monnaie en circulation, on va venir diluer chaque pièce de monnaie, chaque billet que les personnes possèdent. On va venir diminuer la rareté de la monnaie, et donc mécaniquement, pour se compenser, les prix doivent augmenter. C'est mécanique. Mon paquet de biscuits au magasin, il n'a pas vraiment changé depuis quelques années. C'est globalement le même, et pourtant, son prix a augmenté. C'est tout simplement que la monnaie a perdu de sa valeur. Les biscuits sont globalement les mêmes, quoique, dans certains cas, les fabricants ont trouvé des astuces pour masquer un petit peu cette inflation présente, et on va avoir deux phénomènes assez subtils et assez sournois qui ont été mis en œuvre ces dernières années. Pour garder un prix stable en magasin, malgré une inflation, certains constructeurs vont utiliser une méthode qu'on appelle la cheapflation, qui va simplement consister à garder un prix stable, mais diminuer la qualité. On a par exemple ici cette image d'une mayonnaise dont la quantité de jaune d'œuf présente à l'intérieur a été diminuée d'environ 25%, et cela résulte par une augmentation du prix implicite d'environ 12%. Et également, l'autre option qu'utilisent les fabricants, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation, où cette fois-ci, au lieu d'ajuster la qualité, on va ajuster la quantité dans un même paquet. On va avoir une bouteille de soda légèrement plus petite, vendue au même prix, ou des barres de chocolat avec des triangles légèrement plus espacés, afin de diminuer le grammage, tout en gardant un prix constant. Mais en réalité, quand on reporte au kilo, les prix ont réellement augmenté. C'est plus difficile pour le consommateur au magasin de s'en rendre compte. Mais tout ça au final, ça revient au même. C'est simplement les prix qui augmentent. On essaye de les cacher d'une manière ou d'une autre pour faire passer la pilule un petit peu plus facilement. Mais au final, c'est simplement une hausse des prix. Et cette hausse des prix, elle est principalement due à l'augmentation de la monnaie en circulation. En imprimant de la nouvelle monnaie, on va venir dévaluer la monnaie que tu possèdes, que tu as mis de côté, que toi tu as mis du temps et de l'énergie à acquérir au travers de ton travail, de tes heures de travail au quotidien, durant plusieurs années. Cette impression permet d'éviter, ils disent, l'effondrement du système monétaire, de maintenir artificiellement l'activité et l'emploi, car plus de crédit égale plus d'investissement, et également de refinancer la dette des États. Mais toi, t'es le dernier maillon de la chaîne, celui qui subit les conséquences de cette impression monétaire sans en tirer les fruits. Donc si tu stockes ton épargne sur un simple compte bancaire pour ton futur, pour un projet à plusieurs années, plusieurs dizaines d'années dans le futur, t'es garanti de perdre en pouvoir d'achat. Car ces mécanismes d'injection monétaire ne vont tout simplement jamais s'arrêter. Le système est designé pour fonctionner comme cela. Et j'aimerais maintenant déconstruire quelques idées reçues au sujet de l'inflation. Mon salaire augmente,
Donc je suis protégé. Elle est pas mal cette phrase, hein. C'est même logique d'y croire, non? Si ton salaire monte de 3% et que l'inflation elle est autour des 2%, en théorie t'es gagnant. Avec les années, tu vas t'enrichir. Mais dans la vraie vie, pense-y un petit peu, pense à ta propre situation personnelle. Est-ce que ton inflation à toi que tu ressens, elle est vraiment de 2%? Est-ce qu'elle reflète vraiment l'augmentation du coût de la vie que tu vois au quotidien? C'est là qu'il y a une grande différence entre l'inflation présentée par les statistiques officielles, fournies par l'État, et la réelle inflation que toi, tu ressens au quotidien. Car l'inflation des statistiques officielles ne tient pas compte d'absolument tout dans tes dépenses du quotidien. Et je trouve ces deux graphiques très parlants. On voit sur la gauche l'évolution du SMIC en France depuis janvier 2022 jusqu'à novembre 2025, vis-à-vis des prix dans les grandes surfaces, des marques distributeurs, toutes marques confondues, ou les marques nationales. Et on voit très clairement que tout simplement les salaires globalement ne suivent pas. Ils suivent la même tendance certes, mais toujours avec un retard. Et cet écart-là, tu vas jamais le récupérer. Donc de ton point de vue à toi, au quotidien, tu vas constamment voir cet écart se creuser, tu vas le ressentir, même si officiellement tu es augmenté de 3% par année par ton employeur, en réalité, les prix augmentent bien plus que ça, bien plus vite que ton salaire ne peut le faire. On le voit également sur la droite, sur ce deuxième graphique, l'évolution des prix des assurances, des abonnements et de l'énergie depuis 2 ans, depuis novembre 2023. Et je suis pas sûr que ton salaire à toi personnel ait suivi cette tendance globale d'augmentation. Environ peut-être 7-8%. Pas sûr que tu sois augmenté de ça. Et donc mécaniquement, ton salaire ne suit pas et tes dépenses vont augmenter. Mais on va te dire à la télévision, les chiffres officiels de l'inflation sont bas, l'inflation est maîtrisée. Mais dans ta réalité à toi, on coûte de plus en plus cher à un rythme plus rapide que suivent les autres. En résumé, le panier officiel de consommation utilisé par l'État comme mesure de l'inflation, ce n'est qu'une moyenne. Mais toi, à ton échelle individuelle, tu vis dans ta propre réalité économique, avec tes propres factures et tes propres dépenses. Et elles ne sont pas toutes incluses dans ce fameux panier officiel, et c'est pour ça que tu as l'impression que l'inflation officielle est inférieure aux augmentations de salaire annuelles. Tu as quand même ce ressenti d'appauvrissement année après année. La vie devient de plus en plus dure, que les fins de mois sont de plus en plus serrées, et que c'est tout simplement plus possible gentiment de s'en sortir financièrement. Et ben c'est simplement dû à cause de ce décalage entre le panier utilisé comme référence pour la mesure de l'inflation officielle et ta propre réalité économique avec tes propres factures. Deuxième idée reçue, il suffit d'épargner et tout ira bien. On a tous déjà entendu cette règle très très simple de tu fais des études, tu travailles toute ta vie jusqu'à 60-70 ans selon ton pays, tu mets de l'argent de côté durant tout ce moment-là, et tu prends le moins de risques possible avec ton argent, et tout ira bien. Mais personne ne te dit une chose essentielle. Imaginons pour l'exercice que tu arrives à mettre de côté tous les mois un certain montant. Quelques centaines d'euros, enfin bref, ça dépendra vraiment de ta situation, mais un certain montant tous les mois, tu arrives à l'épargner. Et tu le gardes précieusement au chaud sur un compte épargne. De peur de le perdre, bien évidemment, car tu as entendu à la télévision, sur BFM ou je ne sais quelle autre émission, que investir c'est risqué, et l'argent que tu as précieusement gardé, il faut surtout pas prendre de risques inutiles. Ce serait très dommage de perdre cet argent durement gagné. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps ? Tout simplement à cause de l'inflation, comme je l'expliquais un petit peu avant, ton épargne va lentement fondre comme un glaçon au soleil. Ton compte bancaire affichera certes toujours le même montant, ça y a aucun souci, mais avec tu t'achèteras de moins en moins. C'est la représentation qu'on voit ici. Alors, c'est pour le dollar, mais c'est valable pour toutes les monnaies sur cette planète qui ont globalement le même fonctionnement. On voit l'évolution du pouvoir d'achat depuis 1920 de 1 dollar. Et on voit qu'avec les années, c'est vraiment la chute libre. On achète de moins en moins de choses. Et ton épargne, elle va faire pareil. Épargner dans une monnaie qui perd structurellement de la valeur, c'est être une garantie finalement de perdre en pouvoir d'achat au long terme. Et donc tu ne vas pas t'enrichir, mais au contraire, tu vas lentement t'appauvrir. Et peu importe la monnaie sur Terre,
J'ai la chance d'habiter en Suisse, avec un franc suisse qui est vu comme une valeur refuge, mais lui aussi il perd de la valeur, certes moins vite que le dollar ou l'euro, mais son pouvoir d'achat s'érode aussi avec le temps. Et épargner dans cette monnaie euro, dollar, franc suisse, c'est accepter une perte lente, invisible, mais garantie. En gros, t'es garanti de perdre. Et c'est pas un bug, hein, c'est pas un bug, c'est vraiment la caractéristique principale du système. C'est un appauvrissement lent, généralisé et progressif, sans qu'il ait vraiment besoin d'une grande crise économique visible qui ferait la une des journaux. Tu travailles plus, mais l'unité de mesure de ton travail vaut de moins en moins. Donc, épargner n'est pas du tout la bonne solution à long terme pour développer son patrimoine. Mais attention, hein, il faut tout de même avoir une épargne de sécurité, j'en ai déjà parlé, en cas d'imprévu, c'est ultra important, mais c'est pas avec ça que tu vas t'enrichir. Cette épargne de sécurité, elle est là en cas de coup dur, mais une fois que tu l'as créée et que tu l'as mise en place, il va falloir passer à l'étape d'après, d'investissement. Troisième idée reçue, c'est que tout le monde finalement subit l'inflation de manière égale et que du coup, tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. C'est absolument pas le cas. On va un petit peu expliquer ce que c'est que l'effet cantillon. Je vais essayer de rester simple, mais en gros, dans les grandes lignes, l'effet cantillon, c'est lorsqu'il y a une injection monétaire par les banques centrales dans le système économique, qui va donc créer de l'inflation, tout le monde n'en profite pas de la meilleure manière. Et en règle générale, les possesseurs d'actifs, donc que ce soit de l'immobilier, des œuvres d'art, des métaux précieux, des actions, ils vont en profiter avant la hausse des prix, et c'est finalement les épargnants, comme vous et moi, qui vont subir les conséquences négatives de l'inflation. Et on va prendre un exemple. On va prendre un petit exemple avec deux personnages, Marc et Julie, qui sont deux personnages assez différents. Marc, on va le classer dans la catégorie des riches. Entre gros guillemets, Marc possède lui des actifs. Il possède de l'immobilier, il a quelques appartements en location, il possède pas mal d'actions d'entreprise, des œuvres d'art, bref. On n'a pas trop de soucis à se faire pour Marc. Et de l'autre côté, on a Julie qui fait partie de la classe moyenne, qui est une simple épargnante prudente, qui ne possède aucun actif, mais voilà, qui met tous les mois de côté sur son compte épargne pour son avenir. Et là, on va tomber dans une situation où flash news, crise économique. On va prendre par exemple l'exemple du Covid où l'économie mondiale se casse la gueule, il y a une grosse crise et les banques centrales doivent intervenir pour éviter que la chute soit trop importante et que la crise s'éternise. Donc, qu'est-ce que vont faire les banques centrales ? À ce moment-là, elles vont drastiquement baisser les taux d'intérêt pour faciliter l'accès au crédit. Ça va injecter massivement de la liquidité, elles vont racheter des obligations. Bref, en gros, elles vont stimuler l'économie vraiment artificiellement et de manière assez violente. Et qu'est-ce qui va se passer ? Marc, lui, il flaire une opportunité à ce moment-là. Marc, il a déjà des actifs, il a accès au crédit depuis des années, il connaît parfaitement les règles du jeu. Et Marc, ce qu'il va faire, à ce moment-là, les taux sont très très bas, les taux d'intérêt sont très très bas. Il va refinancer ses prêts, il va emprunter du nouvel argent à 1-2%, donc vraiment très très bas. Et avec ces nouveaux emprunts, il va racheter de l'immobilier, racheter des actions. Et à ce moment-là, quand Marc va faire ça au tout début de la crise, dès le moment où les taux vont baisser, les prix sont encore très bas. L'inflation liée à cette injection de liquidité n'a pas encore eu lieu. Elle est encore absente. Et du coup, Marc va profiter de ces prix extrêmement bas avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Il va en gros saisir l'opportunité au meilleur moment. Et pour Julie, elle continue simplement sa vie. Les mois passent tranquillement. Et après quelques mois, / quelques années, ça dépend des crises, l'inflation commence à se faire ressentir. Les loyers sont en hausse, la nourriture est hors de prix, les marchés actions sont en hausse. C'est à ce moment-là qu'on dit que la nouvelle monnaie qui a été précédemment injectée durant la crise se met enfin à circuler dans l'économie. Mais sauf qu'entre deux, tous les prix ont augmenté. Et évidemment, le salaire de Julie n'a presque pas augmenté, quasiment pas. Elle n'a rien demandé en soi, elle n'a rien fait de mal. Mais pourtant, son pouvoir d'achat vient fortement de diminuer. Elle est pénalisée négativement, alors que Marc, lui, de l'autre côté, il voit ses actifs gentiment prendre de la valeur. Il s'est protégé de l'inflation, voire même a développé son patrimoine grâce à la crise économique. Les possesseurs d'actifs, durant les crises, vont s'enrichir. Ils vont pouvoir débloquer des nouveaux crédits à des taux tellement intéressants avant que l'argent se mette réellement à circuler et que les effets négatifs se voient sur les coûts, que ces personnes riches vont s'enrichir. On peut voir cet effet cantillon comme un transfert de richesse en 2 temps.
Marc a finalement reçu cette nouvelle monnaie bien avant Julie. Et entre deux, les prix ont augmenté. Et ce qui est très sournois, c'est que l'inflation va rendre riches les gens les plus proches de la source monétaire. Et ces gens, c'est souvent les possesseurs d'actifs. La conclusion, elle est assez simple au final. Si on veut éviter de s'appauvrir dans le temps, dans notre système monétaire actuel, on est quasiment obligé de venir posséder des actifs, de l'immobilier, des métaux précieux, des actions d'entreprise, des œuvres d'art, etc., qui vont venir te protéger contre la dévaluation monétaire. C'est le seul moyen de faire sa place dans cette société. Épargner n'est pas suffisant, épargner, c'est être garanti de perdre sur le long terme.